Bruit. Mais pendant que nous nous confinons dans les livres, encore que les plus choisis et les plus classiques, pour ne lire que de particuliers langages écrits, eux-mêmes simples dialectes et dialectes provinciaux, nous voici en danger d'oublier le langage que toute chose comme tous événements parlent sans métaphore, le seul riche, le seul langage étalon. Beaucoup s'en publient, mais peu s'en impriment. Les rayons qui pénètrent par le volet ne seront plus dans le souvenir, le volet une fois grand ouvert. Ni méthode, ni discipline ne sauraient suppléer à la nécessité de se tenir éternellement sur le qui-vive. Qu'est-ce qu'un cours d'histoire ou de philosophie, voire de poésie, quelque choix qui y est présidé, ou de la meilleure société, ou la plus admirable routine d'existence, comparé à la discipline qui consiste à toujours regarder ce qui est à voir? Voulez-vous être un lecteur, simplement un homme d'étude, ou un voyant? Lisez votre destinée, voyez ce qui est devant vous et faites route dans la futurité. Je ne lus pas de livre le premier été. Je sarclais des haricots. Que dis-je? Je fis souvent mieux que cela. Il y eut des heures où je ne me sentis pas en droit de sacrifier la fleur du moment présent à nul travail, soit de tête, soit de main. J'aime une large marge à ma vie. Quelquefois, par un matin d'été, ayant pris mon bain accoutumé, je restais assis sur mon seuil ensoleillé du lever du soleil à midi, perdu en rêve, en mis les pins, les hickories et les sumacs, au sein d'une solitude et d'une paix que rien ne troublait, pendant que les oiseaux chantaient à la ronde ou voletaient sans bruit à travers la maison, jusqu'à ce que le soleil, se présentant à ma fenêtre à l'ouest, ou le bruit de quelques chariots de voyageurs là-bas sur la grande route, me rappelasse le temps écoulé. Je croissais, en ces moments-là, comme maïs dans la nuit, et nul travail des mains n'en eût égalé le prix. Ce n'était point un temps soustrait à ma vie, mais tellement en sus de ma ration coutumière. Je me rendais compte de ce que les orientaux entendent par contemplation et le délaissement des travaux. En général, je ne m'inquiétais pas de la marche des heures. Le jour avançait comme pour éclairer quelque travail mien. C'était le matin. Or, voyez, c'est le soir, et rien de remarquable n'est accompli. Au lieu de chanter comme les oiseaux, je souriais silencieusement à ma bonne fortune continue. De même que la fauvette perchée sur l'hickory devant ma porte avait son trille, de même avais-je mon rire intérieur ou gazouillement étouffé qu'elle pouvait entendre sortir de mon nid. Mes jours n'étaient pas les jours de la semaine portant l'estampille de quelque déité païenne, plus que n'étaient hachés en heures et rongés par le tic-tac d'une horloge, car je vivais comme les Indiens pourris, dont on dit que, pour hier, aujourd'hui et demain, ils n'ont qu'un seul mot et expriment la diversité de sens en pointant le doigt derrière eux pour hier, devant eux pour demain, au-dessus de leur tête pour le jour qui passe. Ce n'était autre que pure paresse aux yeux de mes concitoyens, sans doute. Mais les oiseaux et les fleurs m'eussent-ils jugé suivant leurs lois? Que point n'eussé-je été pris en défaut? L'homme doit trouver ses motifs en lui-même, c'est certain. La journée naturelle est très calme et ne réprouvera guère son indolence. J'avais dans ma façon de vivre au moins cet avantage sur les gens obligés de chercher leur amusement au dehors, dans la société et le théâtre, que ma vie elle-même était devenue mon amusement, et jamais ne cessa d'être nouvelle. C'était un drame en maintes scènes et sans fin. Si toujours en effet nous gagnions notre vie et la réglions suivant la dernière et meilleure façon de nous apprise, nous ne serions jamais tourmentés par l'ennui. Suivez votre génie d'assez près et il ne faillira pas à vous montrer d'heure en heure un point de vue nouveau. Le ménage était un gai passe-temps. Mon plancher était-il sale, que je me levais de bonne heure et, installant dehors tout mon mobilier sur l'herbe, lit et bois de lit en un seul paquet, j'aspergeais d'eau le plancher, le saupoudrais de sable pris à l'étang, puis avec un balai le frottais à blanc. Et les villageois n'avaient pas rompu le jeûne, que le soleil du matin avait suffisamment séché ma maison pour me permettre d'y aménager de nouveau.
de sorte que mes méditations se trouvaient presque ininterrompues. Rien n'était amusant, comme de voir tous mes ustensiles de ménage sur l'herbe, en petits tas comme un ballot de bohémien, et ma table à 3 pieds, d'où je n'avais enlevé les livres non plus que la plume ni l'encre, là, debout, en mille les pins et les noyers. Ils avaient l'air contents eux-mêmes de sortir, et comme peu disposés à se voir rentrer. J'avais parfois envie de tendre une toile au-dessus d'eux et de m'établir là. C'était une joie de voir le soleil briller sur le tout et d'entendre souffler dessus la libre brise, tant les objets les plus familiers paraissent plus intéressants dehors que dans la maison. Un oiseau perche sur la branche voisine, l'immortelle croix sous la table au pied de laquelle la ronce s'enroule. Les pommes de pin, des bogues de châtaigne, des feuilles de fraisier jonchent le sol. Il semblait que ce fût la façon dont ces formes en étaient venues à se transmettre à notre mobilier, aux tables, chaises et bois de lit, parce qu'ils s'étaient jadis tenus parmi elles. Ma maison était située à flanc de coteau, immédiatement sur la lisière des plus grands arbres, au milieu d'une jeune forêt de pitchpins et hickories, à une demi-douzaine de verges de l'étang auquel conduisait un étroit sentier descendant de la colline. Dans ma cour de devant poussaient la fraise, la mûre et l'immortelle, l'herbe de la Saint-Jean et la verge d'or, les chênes arbrisseaux et le cerisier nain, l'airelle et la noix de terre. Vers la fin de mai, le cerisier nain, Cerasus pumila, adornait les côtés du sentier de ses fleurs délicates disposées en ombelles, cylindriquement autour de ses courtes tiges, lesquelles, à l'automne, s'affaissaient sous le poids de grosses et belles cerises pour retomber en guirlandes comme des rayons de tous les côtés. J'y goûtais, en compliment à la nature, toutes peu délectables qu'elles fussent. Le sumac, Rus glabra, croissait en abondance autour de la maison, se frayant un chemin à travers le remblai que j'avais fait et poussant de 5 ou 6 pieds dès la première saison. Sa large feuille pinnée des tropiques était plaisante, quoique étrange à regarder. Les gros bourgeons, qui tard dans le printemps sortaient soudain des tiges sèches qu'on avait pu croire mortes, se développaient comme par magie en gracieux rameaux verts et tendres d'1 pouce de diamètre. Et parfois, si étourdiment poussaient-ils et mettaient à l'épreuve leurs faibles articulations, qu'assis à ma fenêtre, il m'arrivait d'entendre quelques frais et délicats rameaux soudain retomber à la façon d'un éventail jusqu'au sol, en l'absence du moindre souffle d'air, brisé par son propre poids. En août, les lourdes masses de baies qui, en fleurs, avaient attiré quantité d'abeilles sauvages, prenaient peu à peu leur belle teinte de velours cramoisi, et par l'effet de leur poids de nouveau courbaient et brisaient les membres délicats. Tandis que je suis à ma fenêtre cet après-midi d'été, des busards se meuvent en cercle à proximité de mon défrichement. La fanfare de pigeons sauvages, volant par 2 ou 3 en travers du champ de ma vue, ou se penchant d'une aile agitée sur les branches des pins au nord, derrière ma maison, donne une voix à l'air. Un balbuzard rit de la surface limpide de l'étang et ramène un poisson. Un vison se glisse hors du marais devant ma porte et saisit une grenouille près de la rive. Le glaïeul plie sous le poids des babillards qui çà et là voltigent. Et toute la dernière demi-heure, j'ai entendu, tantôt mourant au loin et tantôt revivant tel le tambour d'une gélinote, le roulement des wagons de chemin de fer qui transportent les voyageurs de Boston à la campagne. Car je ne vivais pas aussi en dehors du monde que ce garçon qui, paraît-il, envoyé chez un fermier dans la partie est du bourg, ne tarda pas à s'échapper pour rentrer à la maison, déprimé à n'en pouvoir mais, et avec le mal du pays. Il n'avait jamais vu d'endroit si triste et si loin de tout. Les gens étaient tous partis, je ne sais où. Oui, on n'entendait même pas le sifflet des locomotives. Je me demande s'il est encore un endroit de cette sorte aujourd'hui dans le Massachusetts. In truth, our village has become a butt for one of those fleet railroad shafts, and our peaceful plain, its soothing sound is Concord. Le chemin de fer de Fitchburg touche l'étang à environ 100 verges au sud de là où j'habite. Je me rends d'ordinaire au village le long de sa chaussée,
et me trouve pour ainsi dire relié au monde par ce chaînon. Les hommes des trains de marchandises qui font le trajet d'un bout à l'autre me saluent comme une vieille connaissance, tant souvent ils me dépassent, et ils me prennent apparemment pour quelque employé. Ce que je suis. Moi aussi me verrais-je volontiers réparateur de la voie quelque part, dans l'orbite de la Terre. Le sifflet de la locomotive pénètre dans mes bois été comme hiver, faisant croire au cri d'une buse en train de planer sur quelque cour de ferme et portant à ma connaissance que nombre de marchands agités de la grande ville arrivent dans l'enceinte de la petite, où d'aventureux commerçants de la campagne s'en viennent de l'autre versant. En atteignant un horizon, ils crient leur avertissement pour livrer la voie à l'autre, entendu parfois de l'enceinte des deux villes. Voici venir votre épicerie, campagne, vos rations, campagnards. Il n'est pas d'homme assez indépendant sur sa ferme pour être capable de leur dire « nenni ». Et en voici le paiement, crie le sifflet du campagnard. Le bois de charpente, comme de longs béliers se ruant à 20 miles à l'heure à l'assaut des murs de la cité, et des chaises, assez pour asseoir tous les gens fatigués, accablés sous le fait, qui habitent derrière eux. C'est la politesse énorme et encombrante avec laquelle la campagne tend une chaise à la ville. Toutes les collines indiennes à myrtilles se voient dépouillées. Tous les marais, couverts de canneberges, se voient ratissés dans la ville. S'en va le coton, s'en vient le tissu, s'en va la soie, s'en vient le lainage. S'en vont les livres, mais s'en vient l'esprit qui les écrit. Lorsque je rencontre la locomotive avec son train de wagons qui s'éloigne d'un mouvement planétaire, ou plutôt à l'instar d'une comète, car l'observateur ne sait si, avec cette vitesse et cette direction, elle revisitera jamais ce système, puisque son orbite ne ressemble pas à une courbe de retour, avec son nuage de vapeur, bannière flottant à l'arrière en feston d'or et d'argent, tel maint nuage duveteux que j'ai vu, haut dans les cieux, déployer ses masses à la lumière, comme si ce demi-dieu en voyage, cet amonceleur de nuages, devait ne tarder à prendre le ciel du couchant pour la livrer de sa suite. Lorsque j'entends le cheval de fer, éveillé de son ébrouement comme d'un tonnerre, les échos de la montagne, de ses pieds ébranler la terre, et souffler feu et fumée par les narines, quelle espèce de cheval ailé ou de dragon jeteur de feu mettra-t-on dans la nouvelle mythologie, je ne sais. C'est comme si la terre avait enfin une race digne aujourd'hui de l'habiter. Si tout était comme il me semble, et que les hommes fissent des éléments leurs serviteurs pour de nobles fins, si le nuage en suspens, au-dessus de la locomotive, était la sueur de faits héroïques, ou portait le bienfait de celui qui flotte au-dessus des champs du fermier, alors les éléments et la nature elle-même accompagneraient de bon cœur les hommes en leur mission et leur seraient escorte. Je guette le passage des wagons du matin dans le même sentiment que je fais le lever du soleil, à peine plus régulier. Leur train de nuages, qui s'étire loin derrière et s'élève de plus en plus haut, allant au ciel, tandis que les wagons vont à Boston, dérobe le soleil 1 minute et plonge dans l'ombre mon champ lointain. Train céleste, auprès duquel le tout petit train de wagons qui embrasse la terre n'est que le barbillon du harpon. Le palefrenier du cheval de fer est élevé de bonne heure en ce matin d'hiver, à la lueur des étoiles, en mille et montagnes, pour donner le fourrage et mettre le harnais à son coursier. Le feu, lui aussi, était éveillé pareillement de bonne heure, pour lui communiquer la chaleur vitale et l'enlever. Si l'aventure était aussi innocente qu'elle est matinale, la neige est telle épaisse qu'ils attachent au coursier ses raquettes, et avec la charrue géante, trace un sillon des montagnes à la mer, dans lequel les wagons, comme un semoir à la suite, sèment tous les hommes agités et toute la marchandise flottante dans la campagne, comme une graine. Tout le jour, le coursier de fer vole à travers la campagne, ne s'arrêtant que pour permettre à son maître de se reposer, et je suis réveillé à minuit par son galop et son ébrouement de défi, lorsqu'en quelques gorges écartées des bois, il fait tête aux éléments sous son armature de glace et de neige, et ce n'est qu'avec l'étoile du matin qu'il regagnera sa stalle pour se lancer de nouveau en ses voyages sans repos ni sommeil.
Ou peut-être, le soir, l'entends-je en son écurie, qui chasse de ses poumons l'énergie superflue de la journée, afin de se calmer les nerfs, se rafraîchir le sang et la tête durant quelques heures d'un sommeil de fer. Si l'aventure était aussi héroïque, aussi imposante qu'elle est prolongée, qu'elle est infatigable. Au loin, à travers des bois solitaires situés sur les confins de villes, là où jadis seul le chasseur pénétrait de jour, dans la nuit la plus sombre, dardent ces salons éclatants, à l'insu de leurs hôtes, en ce moment qui s'arrête à quelque brillante gare, dans la ville, dans le bourg, où s'est rassemblée une foule courtoise, tout à l'heure dans le marais lugubre, effarouchant hiboux et renards. Les départs et les arrivées des wagons font aujourd'hui époque dans la journée du village. Ils vont et viennent avec une telle régularité, une telle précision, leur sifflet s'entend si loin, que les fermiers règlent sur eux leurs horloges et qu'ainsi, une seule institution bien conduite règle tout un pays. Les hommes n'ont-ils pas fait quelques progrès en matière de ponctualité depuis qu'on a inventé le chemin de fer ? Ne parlent-ils et ne pensent-ils plus vite dans la gare qu'ils ne faisaient dans les bureaux de la diligence ? Il y a quelque chose d'électrisant dans l'atmosphère du premier de ces endroits. J'ai été surpris des miracles accomplis par lui, que certains de mes voisins qui, je l'aurais une fois pour toutes prophétisé, ne devaient jamais atteindre à Boston, grâce à si prompt moyen de transport, soient là, tout près quand la cloche sonne. Faire les choses à la mode du chemin de fer est maintenant passé en proverbe, et cela en vaut la peine d'être si souvent et sincèrement averti par une autorité quelconque d'avoir à se tenir éloigné de sa voie. Pas d'empêchement à lire la loi contre les attroupements, pas de feu de mousqueterie au-dessus des têtes de la foule en ce cas. Nous avons bâti de toutes pièces un destin, un atropos, qui jamais ne se détourne. Que ce soit là le nom de votre machine. Les hommes sont avertis qu'à certaines heures et minutes, ces flèches seront lancées vers tels points cardinaux. Encore ne gênent-ils les affaires de personne et les enfants vont-ils à l'école sur l'autre voie. Nous n'en vivons que sur un pied plus ferme. Nous sommes ainsi tous élevés à nous voir les fils de tels. L'air est rempli de flèches invisibles. Tout sentier qui n'est pas le vôtre est le sentier du destin. Gardez donc votre voie. Ce qui me recommande le commerce, c'est sa hardiesse et sa bravoure. Il ne joint pas les mains pour prier Jupiter. Je vois ces gens chaque jour aller à leur affaire avec plus ou moins de courage et de contentement, faisant plus même qu'ils ne soupçonnent, et peut-être mieux employés qu'ils ne pouvaient sciemment imaginer. L'héroïsme qui les fit tenir bon toute une demi-heure sur le front de bataille à Buena Vista me touche moins que la ferme et joyeuse vaillance de ceux qui font de la charrue à neige leur quartier d'hiver, qui ne se contentent pas du courage de 3 heures du matin, lequel Bonaparte tenait pour le plus rare, mais dont le courage ne va pas se reposer de si bonne heure, qui ne vont dormir que lorsque dort la tempête, ou que les muscles de leurs coursiers de fer sont gelés. En ce matin de la grande neige, peut-être, encore en plein courroux et qui glace le sang des hommes, j'entends l'accent assourdi de leurs cloches de locomotive sortir du banc de brouillard que forme leur haleine refroidie, pour annoncer que les wagons arrivent sans plus de délai, nonobstant le veto d'une tempête de neige nord-est de la Nouvelle-Angleterre, et j'aperçois les laboureurs couverts de neige et de frimas, la tête pointant au-dessus d'un versoir, qui retourne autre chose que des pâquerettes et des nids de mulots, tels ces quartiers de roche de la Sierra Nevada qui occupent une place à part dans l'univers. Le commerce est contre toute attente confiant et serein, alerte, aventureux et inlassable. Il est très naturel en ses méthodes, d'ailleurs beaucoup plus que maintes entreprises fantastiques et sentimentales expériences, d'où son singulier succès. Je me sens ragaillardi et tout épanoui lorsque le train de marchandises me dépassant avec fracas, je flaire les denrées qui vont dispensant leur parfum tout le long de la route depuis le long embarcadère jusqu'au lac Champlain, et me parlant de pays étrangers, de récifs de corail et d'océans indiens, et de ciel des tropiques et de l'étendue du globe.
Je me sens davantage un citoyen du monde, à la vue de la feuille de palmier qui couvrira tant de têtes blondes de la Nouvelle-Angleterre l'été prochain, du chanvre de Manille et des enveloppes de noix de coco, du vieux cordage, des balles de café, de la ferraille et des clous rouillés. Ce plein wagon de voiles déchirées est plus instructif et plus intéressant aujourd'hui que si elles étaient transformées en papier et bouquins imprimés. Qui saurait, comme l'ont fait ces déchirures, écrire avec ce pittoresque l'histoire des tempêtes qu'elles ont essuyées? Elles sont les épreuves qui n'ont besoin de nulle correction. Voici aller le bois de charpente des forêts du Maine, qui ne s'en alla pas à la mer hors de la dernière crue, renchéri de 4 $ le mile à cause de ce qui s'en est allé ou s'est brisé en éclats. Pin, sapin noir, cèdre, première, seconde, troisième et quatrième qualité, si récemment tous d'une seule qualité pour onduler au-dessus de l'ours, de l'élan et du caribou. Après vient la chaux de Thomaston, un lot de choix qui sera là-bas tout au fond des montagnes avant de s'éteindre. Ces chiffons emballent de toutes nuances et qualités, la plus basse condition à laquelle descendent la cotonnade et la toile, le résultat final de la toilette, de dessins qui ne sont plus aujourd'hui prisés, à moins que ce ne soit dans le Milwaukee, comme ces splendides articles, indiennes, guingamp, mousseline, anglais, français, américains, etc., ramassés dans tous les quartiers, tant du beau monde que de l'indigence, s'en vont se convertir en papier d'une seule couleur ou seulement de peu de teinte, sur lequel, parbleu, on écrira des contes de la vie réelle, haute et basse, et fondés sur le fait. Ce wagon fermé sent le poisson salé, le fort arôme de la Nouvelle-Angleterre et du commerce, m'évoquant les grands bancs et les pêcheries. Qui n'a vu un poisson salé, fumé à fond pour la durée de ce monde, en sorte que rien ne saurait le corrompre, forçant à rougir la persévérance des saints, avec quoi se peut balayer ou paver les rues et fendre le menu bois, derrière quoi le voiturier s'abritera du soleil, du vent comme de la pluie, lui et son chargement, et que le commerçant, comme fit une fois un commerçant de Concorde, peut prendre à sa porte en guise d'enseigne lorsqu'il s'établit, et laisser là, jusqu'à ce qu'il devienne impossible à son plus ancien client de dire si la chose est animale, végétale ou minérale, encore qu'elle sera restée aussi pure qu'un flocon de neige, et que mise au pot à bouillir, elle en sorte excellent poisson doré pour un dîner du samedi. Ensuite, des pots espagnols, la queue encore tordue et à l'angle d'élévation qu'elles avaient lorsque les bœufs qui en étaient porteurs couraient par les pampas du territoire espagnol, marque de toute opiniâtreté, preuve qu'à peu près désespérés et incurables sont tous les vices constitutionnels. J'avoue que, pratiquement parlant, lorsque j'ai appris la vraie disposition d'un homme, je ne nourris nul espoir de la changer pour une meilleure ou une pire en cette condition-ci d'existence. Comme disent les orientaux, chauffé, comprimé, entouré de ligatures à la queue d'un roquet, qu'au bout de 12 années consacrées à ce labeur, encore reprendra-t-elle sa forme naturelle. Le seul remède efficace à des maux invétérés, comme ceux qu'exhibent ces queues, est de faire d'elles de la glu, ce dont je crois que, d'ordinaire, on en fait, sur quoi elles restent en place et collent. Voici un foudre de mélasse ou d'eau-de-vie adressé à John Smith, Cuttingsville, Vermont, quelques négociants au fond des montagnes vertes, qui importe pour les fermiers voisins de son défrichement, et se tient peut-être à l'heure qu'il est, sur les volets de sa cave, à penser aux dernières arrivées sur la côte, à la façon dont elles peuvent affecter les prix pour lui, racontant à ses clients, en ce moment même, comme il le leur a raconté 20 fois avant ce matin, qu'il en attend de première qualité par le prochain train. Elle est annoncée dans le Cuttingsville Times. Pendant que tout cela s'en va, d'autres choses s'en viennent. Averti par le bruit sifflant, je lève les yeux de dessus mon livre et aperçois quelques grands pins, coupés là-bas sur les collines du Nord, qui a pris son vol par-dessus les montagnes vertes et le Connecticut, lancé comme flèche
d'un bout à l'autre du territoire de la commune en 10 minutes. Et c'est à peine si un autre œil le contemple, s'en allant to be the mast of some great amiral. Et, écoutez, voici venir le train de bestiaux porteurs du bétail de 1000 montagnes, parcs à moutons, étables et cours de ferme en l'air, les conducteurs armés de leurs bâtons, les petits bergers au centre de leurs troupeaux, tout sauf les pâturages des monts, emportés dans un tourbillon tels les feuilles qu'enlèvent aux montagnes les coups de vent de septembre. L'air est rempli du mugissement des veaux, du bêlement des moutons, du bruit de tassement des bœufs, comme si passait par là quelque vallée pastorale. Lorsque le vieux sonnailler qui est en tête fait retentir sa sonnette, les montagnes, ouïda, sautent comme des béliers, et les collines comme des agneaux. Un plein wagon de bouviers aussi, au milieu, actuellement au niveau de leurs troupeaux. Leur emploi a disparu, bien que cramponnés encore à leurs inutiles bâtons, comme à l'insigne de leur fonction. Mais leurs chiens, où sont-ils? C'est pour eux la panique. Ils ont cette fois perdu la voix. Bel et bien en défaut sont-ils. M'est avis que je les entends aboyer derrière les monts de Peterborough ou halter à l'ascension du versant occidental des montagnes vertes. Ils ne seront pas à l'Alali. Leur emploi, à eux aussi, est perdu. Voilà leur fidélité, leur sagacité au-dessous du père. Ils se glisseront au retour dans leur chenil, la queue basse, ou peut-être deviendront sauvages et feront trêve avec le loup comme avec le renard. Ainsi déjà loin passé en tourbillon est votre vie pastorale. Mais la cloche sonne, et il me faut m'écarter de la voie pour laisser passer les wagons. What is the railroad to me? I never go to see where it ends. It fills a few hollows and makes banks for the swallows. It sets the sand a-blowing and the blackberries a-growing. Mais je la franchis comme on franchit un sentier de charrette dans les bois. Je n'aurai non les yeux crevés plus que les oreilles déchirées par sa fumée et sa vapeur et son sifflet. Maintenant que les wagons sont passés, et avec eux tout le turbulent univers, que dans les temps les poissons ne sentent plus leur grondement, je suis plus seul que jamais. Tout le reste du long après-midi, peut-être, mes méditations ne sont interrompues que par le roulement ou le cliquetis affaibli d'une voiture ou d'un attelage, tout là-bas, le long de la grande route. Parfois, le dimanche, j'entendais les cloches, la cloche de Lincoln, d'Acton, de Bedford ou de Concord, lorsque le vent se trouvait favorable, comme une faible, douce et, eût-on dit, naturelle mélodie, digne d'importation dans la solitude. À distance suffisante par-dessus les bois, ce bruit acquiert un certain bourdonnement vibratoire, comme si les aiguilles de pin à l'horizon étaient les cordes d'une harpe que ce vent effleura. Tout bruit perçu à la plus grande distance possible ne produit qu'un seul et même effet, une vibration de la lyre universelle, tout comme l'atmosphère intermédiaire rend une lointaine arête de terre intéressante à nos yeux par la teinte d'azur qu'elle lui impartit. Il m'arrivait en ce cas une mélodie que l'air avait filtrée et qui avait conversé avec chaque feuille, chaque aiguille du bois, telle part du bruit que les éléments avaient reprise, modulée, répétée en écho de vallée en vallée. L'écho, jusqu'à un certain point, est un bruit original, d'où sa magie et son charme. Ce n'est pas simplement une répétition de ce qui valait la peine d'être répété dans la cloche, mais en partie la voix du bois, les mêmes mots et notes vulgaires chantés par une nymphe des bois. Le soir, le meuglement lointain de quelques vaches à l'horizon par-delà les bois résonnait doux et mélodieux, pris par moi tout d'abord pour les voix de certains ménestrels qui m'avaient parfois donné la sérénade, peut-être en train d'errer par monts et vallées. Mais je ne tardais pas à me trouver, non sans plaisir, désabusé s'il se prolongeait en la musique à bon compte et naturelle de la vache. J'entends non pas faire de la satire, mais donner mon appréciation du chant de ces jeunes gens, lorsque je déclare avoir clairement observé qu'il était apparenté à la musique de la vache, et qu'il ne s'agissait à tout prendre
que d'une seule articulation de la nature. Régulièrement, à 7h30, en certaines parties de l'été, le train du soir une fois passé, les whippoorwills chantaient leurs vêpres durant une demi-heure, installés sur une souche à côté de ma porte ou sur le faîte de la maison. Ils commençaient à chanter presque avec la précision d'une horloge, dans les 5 minutes d'un temps déterminé, en relation avec le coucher du soleil, chaque soir. J'avais là une occasion rare de faire connaissance avec leurs habitudes. Parfois, j'en entendais 4 ou 5 à la fois en différentes parties du bois, par accident, l'un en retard d'une mesure sur l'autre, et si près de moi que souvent, je distinguais, en plus du gloussement qui suivait chaque note, ce bourdonnement singulier qu'on dirait d'une mouche dans une toile d'araignée, quoique en proportion plus élevée. Parfois, il arrivait que l'un d'eux tournât et tournât en cercle autour de moi dans les bois, à quelques pieds de distance, comme attaché par une ficelle, lorsque probablement je me trouvais près de ses œufs. Il chantait à intervalles d'un bout à l'autre de la nuit, pour redevenir plus mélodieux que jamais un peu avant l'aube et sur le coup de son apparition. Lorsque les autres oiseaux se taisent, les chats huants reprennent le chant, telles les pleureuses leur antique ouloulou. Leur cri lugubre est véritablement Ben Jonsonien, sage sorcier de minuit. Ce n'est pas l'honnête et brusque tout-oui-tout des poètes, mais sans plaisanter, un chant de cimetière on ne peut plus solennel. Les consolations mutuelles d'amants qui se suicident, rappelant les affres et les délices de l'amour supernal dans le bocage infernal. Encore aimais-je entendre leurs plaintes, leurs réponses dolents, triées le long de la lisière du bois, me rappelant parfois musique et oiseaux chanteurs, comme si de la musique, ce fut le côté sombre et en larmes, les regrets et les soupirs brûlants d'être chantés. Ce sont les esprits abattus et les pressentiments mélancoliques d'âmes déchues qui, jadis, sous forme humaine, parcouraient nuitamment la terre et se livraient aux œuvres de ténèbres, en train d'expier aujourd'hui leurs péchés de leurs hymnes, ou trénaudis plaintives, sur la scène de leurs iniquités. Ils me donnent un sentiment nouveau de la vérité et de la capacité de cette nature, notre commune demeure. Ouhou, que me vaut de n'être mort, soupire l'un d'eux sur ce borcy de l'étang, et d'un vol circulaire s'en va gagner avec l'inquiétude du désespoir quelques nouveaux perchoirs sur les chênes chenus. Alors, que me vaut de n'être mort, répète un autre en écho sur la rive opposée avec une frémissante sincérité, et mort s'en vient comme un souffle de tout là-bas dans les bois de Lincoln. J'avais aussi la sérénade d'un grand-duc. Là, à portée de la main, vous l'eussiez prise pour le son le plus mélancolique de la nature, comme si elle entendait par lui stéréotyper et rendre permanentes en son cœur les lamentations dernières d'un être humain, quelque pauvre et faible reste de mortalité qui a laissé derrière elle l'espérance et hurle comme un animal, quoique avec des sanglots humains, en pénétrant dans la vallée sombre, sanglots que rend plus affreux certains caractères de mélodie gargouillante. Je me trouve moi-même commencer par les lettres GL quand j'essaye de l'imiter, expression d'un esprit qui a atteint le degré gélatineux de moisissure dans la mortification de toute pensée saine et courageuse. Cela me rappelait les goules, les idiots, les hurlements de fous. Mais en voici un qui répond du fond des bois sur un ton que la distance rend vraiment mélodieux. Ouhou, 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 ouhou. Et en vérité, la plupart du temps, cela ne suggérait que d'aimables associations d'idées, qu'on l'entendit de jour ou de nuit, été ou hiver. Je me réjouis de l'existence des hiboux, qu'ils poussent la huée idiote et maniacale pour les hommes. C'est un bruit qui sied admirablement aux marais et aux bois crépusculaires, que nul jour n'embellit, suggérant une nature vaste et peu développée, non reconnue des hommes. Il représente les pensées tout à fait crépusculaires et insatisfaites, propres de tous. Tout le jour,
le soleil à lui sur la surface de quelques farouches marais, où le sapin noir se dresse, tendu de lichen, les petits éperviers circulant au-dessus, où la mésange zézait parmi les verdures persistantes, et la gélinote, ainsi que le lapin, se tiennent cachés dessous. Mais voici qu'un jour plus lugubre et plus approprié se lève, et qu'une race différente d'êtres s'éveille, afin d'exprimer le sens de la nature là. Tard le soir, j'entendais le grondement des wagons sur des ponts, bruit qui s'entendait de plus loin que presque nul autre la nuit, l'aboi des chiens, et parfois encore le meuglement d'une vache inconsolable dans quelque distante cour de ferme. Dans l'intervalle, tout le rivage retentissait de la trompette des grenouilles géantes. Les esprits opiniâtres d'anciens buveurs et fêtards, restés impénitents, essayant de chanter une ronde dans leur lac stygien. Si les nymphes de Walden veulent me pardonner la comparaison, car, malgré la rareté des herbes, il y a là des grenouilles qui, volontiers, maintiendraient les règles d'hilarité de leur joyeuse table d'antan, quoique leur voix se soit faite rauque et solennellement grave, raillant l'allégresse, que le vin ayant perdu son bouquet ne soit plus que liqueur à distendre la panse, et que la douce ivresse n'arrivant jamais à noyer la mémoire du passé, ne soit plus qu'une simple saturation, un engorgement d'eau, une distension. La plus aldermanique, le menton sur une feuille de potamo qui sert de serviette à bouche baveuse, sous cette rive septentrionale, ingurgite une longue gorgée de l'eau jadis méprisée, puis passe à la ronde une coupe en éjaculant « tronc, tronc, tronc » et de quelques criques éloignés, s'en vient droit sur l'eau, le même mot de passe répété, là où celle qui vient après en âge et en ceinture a englouti à fond sa part. Et quand cette observance a fait le tour des rives, alors éjacule le maître des cérémonies avec satisfaction « tronc », sur quoi chacune à son tour de faire écho à l'autre, sans qu'il manque la porteuse de panse la moins gonflée, la plus percée, la plus flasque, afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Et la coque passe et repasse à la ronde, jusqu'à ce que le soleil dissipe le brouillard du matin, moment où le patriarche, le seul qui ne soit pas alors sous l'étang, continue à mugir vainement « tronc » de temps en temps, en quêtant dans les pauses une réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir jamais entendu, de mon défrichement, le bruit du cocorico, et je pensais qu'il vaudrait la peine d'entretenir quelques cochets, rien que pour sa musique, en qualité d'oiseau chanteur. L'accent de cet ex-faisan sauvage de l'Inde est certainement le plus remarquable qu'émette aucun oiseau. Et si l'on pouvait acclimater les coqs sans les domestiquer, ce deviendrait bientôt le bruit le plus fameux de nos bois, surpassant la trompette aiguë de l'oie et la huée du hibou. Alors, imaginez le caquet des poules pour remplir les temps d'arrêt lorsque se reposeraient les clairons de leurs maîtres et seigneurs. Pas étonnant que l'homme ait ajouté cet oiseau à son fonds domestique, pour ne rien dire des œufs et des cuisses de poulet. Se promener, par un matin d'hiver, dans un bois où ces oiseaux abonderaient, leur bois natif, et entendre les cochets sauvages cocoriquer sur les arbres, clairs et stridents sur des miles à travers la terre retentissante, couvrant la note plus faible des autres oiseaux, pensez-y, cela mettrait les nations sur le qui-vive. Quel homme ne serait matinal, et ne le serait de plus en plus chaque jour successif de sa vie, jusqu'à devenir indiciblement saint, riche et sage? Ce chant d'oiseaux étrangers est célébré par les poètes de tout pays parallèlement au chant de leur chantre naturel. Tous les climats agréent au vaillant chanteclair. Il est plus indigène même que les naturels. Sa santé, toujours, est parfaite. Ses poumons sont solides. Ses esprits jamais ne s'affaissent. Il n'est pas jusqu'aux marins sur l'Atlantique et le Pacifique qui ne s'éveillent à sa voix. Mais jamais son bruit strident ne me tira de mon sommeil. Je n'entretenais chien, chat, vache, cochon ni poule, de sorte que cela vous eût paru manquer de bruit domestique. Ni la baratte, ni le rouet, ni même le chant de la bouillotte, ni le sifflement de la fontaine à thé, ni cri d'enfant pour vous consoler. Un homme de l'Ancien Régime
en eût perdu la tête ou fût mort d'ennui. Pas même de rats dans le mur, car la faim les avait fait fuir, ou plutôt nul appât ne les y avait attirés. Rien que des écureuils sur le toit et sous le plancher, un whippoorwill sur le faîte, un geai bleu criant sous la fenêtre, un lièvre ou une marmotte tapis sous la maison, un petit duc ou un grand-duc domicilié derrière elle, une troupe d'oies sauvages ou un plongeon avec son rire sur l'étang, et un renard pour aboyer dans la nuit. Il n'était même pas une alouette des prés, pas un loriot, ces doux oiseaux de la plantation, pour jamais visiter mon défrichement. Pas de coq pour cocoriquer en ce moment, ni de poule pour caqueter dans la cour de ferme. Pas de cour de ferme, mais la libre nature venant battre à votre seuil même. Une jeune forêt poussant sous vos fenêtres, les sumacs sauvages et les ronces forçant votre cave, de résolus pitchpins frottant et craquant contre les bardeaux en quête de place, leurs racines en train de gagner le dessous même de la maison. En guise de seau à charbon ou de volet que le vent a fait tomber, un pin cassé net ou déracinant l'air derrière votre demeure pour combustible. En guise de pas de sentier conduisant à la barrière de la cour d'entrée pendant la grande neige, pas de barrière, pas de cour d'entrée et pas de sentier vers le monde civilisé.